bien établi et nous avons plusieurs types d'avertissements. Lorsque nous atteignons la température de 32 degrés Celsius, il y a un avertissement précis relié à cette température. Donc, nous menons plusieurs types d'interventions. Des moments d'urgence climatique, on utilise différentes lettres en partenariat avec le secrétariat sur la santé. Nous avons estimé plusieurs, nous avons estimé la présence de plusieurs canicules. On établit ici des variances de température entre les extrêmes. Donc, ces grandes vagues de chaleur sont bel et bien mesurées et saisies. Donc, lorsque nous rencontrons le point de 32 degrés Celsius, euh, on émet un avertissement. Ici, le tableau que vous voyez représente les résultats qui s'étendent entre 2022 et 2024. Les différentes couleurs représentent les différentes températures. Et ici, on peut bien voir la variance des résultats où on a rencontré des dépassements de température au courant de l'année, il y avait des températures élevées. Pour le mois de septembre 2024, nous avons rencontré des événements qui diffèrent du passé. Il y avait, on voyait une humidité qui diminuait. Cependant, euh, la qualité de l'air était très peu saine. La ville de São Paulo a été affectée par plusieurs incendies, des feux de forêt. Conséquemment, la population n'a pas tout à fait ressenti les effets directs de, de cet incendie. Cependant, la qualité de l'air, elle était très pauvre et piètre à ce moment-là. Donc, on a établi un processus d'intervention durant cette crise et celle-ci a été dirigée, organisée par le ministre de la Santé. Plusieurs mesures d'intervention ont été adoptées pour tenter d'atténuer les différents dangers reliés à l'incendie. Nous avons mis en place de nombreuses tentes sur les lieux entre 10 heures et 16 heures pour desservir la population. Donc, à l'intérieur de ces tentes que vous voyez à l'écran, nous avons présenté des services d'assistance, de santé. On a fourni de l'eau et donc des intervenants en matière de santé disponibles pour assister les gens en besoin. C'était aussi une zone climatisée. Il y avait plusieurs bancs et sièges disponibles pour aider les gens à à l'intérieur de ces tentes. On avait une variété de services disponibles pour fournir de l'aide à la population atteinte, notamment des conseils ou des services de santé.
Ce- Nous avons aussi établi un comité pour gérer la crise, pour ceci a été possible par l'assistante du ministère de la Santé. Donc, à l'intérieur de ces régions que vous voyez à l'écran, surtout les régions à risque élevé, nous avons déployé des unités où c'était une priorité pour nous d'assister pour atténuer les effets euh, dangereux et néfastes de l'incendie. Nous avons présenté, nous avons au service des gens une thérapie et, et nous avons aussi envoyé des avertissements et nous avons établi aussi un plan où nous avons identifié les points d'incendie. On a donc mis en place une unité de surveillance, euh, notamment parfois celle-ci était menée par des agents de sécurité. Donc, plusieurs documents ressources ont été produits et partagés avec la communauté aînée ainsi que les jeunes enfants. Donc, lorsqu'on parle des différentes unités d'assistance, nous avons pu desservir des services jusqu'à la porte de certains membres de la communauté. Donc, tout dépendant de la sévérité de la situation, nous avons façonné nos conseils pour répondre à la demande. Plusieurs personnes étaient en attente pour ce type d'assistance et de services. Donc, des soins en santé étaient disponibles. Nous avons donc mis en place un comité mobile qui fournissait des services de santé. Nous avons aussi déployé des agents sur le terrain pour fournir de l'information. Une autre stratégie qui a été adoptée au niveau de la surveillance, nous avons mené des formations pour assurer euh, une intervention adéquate. Donc, ce document reflète tous les enjeux, plusieurs enjeux reliés à la santé et au changement climatique. Donc, ici, on reconnaît finalement les risques associés au changement climatique. Donc, au niveau aussi pour l'évaluation de l'humidité de l'air, nous avons mis en place un système d'urgence pour des situations où on voit très peu d'humidité. Donc, s'il y a moins de 30 d'humidité, on envoie un avertissement codé de la couleur rouge et on déploie par la suite des unités d'urgence. Lors de ce type d'urgence, nous avons aussi intervenu à l'intérieur de différentes écoles. Donc, ce groupe est disponible pour aussi assister les différents pédagogues et enseignants. Donc, si lors de nos interventions en milieu éducatif, nous nous sommes présentés même lors de séances d'activité physique
pour pouvoir rendre disponibles des thérapies d'hydratation, par exemple, pour permettre l'hydratation à l'intérieur des écoles. C'était donc important d'établir des moments précis lors de situations de crise, d'urgence, de chaleur climatique pour hydrater les gens. Nous avons aussi mis en place une unité d'intervention intitulée Sentinel Unit. Nous avons intervenu dans des milieux où les gens étaient exposés aux méfaits d'une mauvaise qualité d'air. On a distingué le groupe, on a une attention particulière au groupe d'âge de 5 ans et moins avec des problèmes respiratoires. Donc, notre situation de réponse a été précisée pour pouvoir répondre aux différentes personnes ayant besoin d'assistance. Donc, ici, on voit certaines données qui présentent la façon, les chiffres reliés à notre distribution de services. On a aussi recensé le nombre de gens qui ont reçu nos services. On a évalué aussi, nous avons saisi les données concernant les taux d'humidité ainsi que les niveaux de température. Donc, on voit bien la présence des données reliées aux températures qui ont dépassé les 32 degrés Celsius. Donc, on voit ici des données reliées au mois de septembre jusqu'au mois de août. On a vu que lors de ces périodes, la qualité d'air a beaucoup diminué. Il y avait des sécheresses, il y avait très peu finalement de précipitations durant cette période. Nous avons même rencontré 14 jours de très grandes températures qui ont mené à des incendies. Voici certaines données qui ont été recueillies par le programme, le comité Sentinelle. Un petit rappel, il- vos présentations, on vous demande de les limiter à 15 minutes pour permettre à chacun de présenter leur présentation. Alors finalement, j'ai terminé ma présentation. Donc, nous avons travaillé avec plusieurs organes en partenariat, plusieurs avec l'université, avec les différents ministres. On a certaines difficultés que nous avons rencontrées, c'est de finalement maintenir finalement tous nos associations. Cela dit, voilà des titres de référence que vous pouvez retrouver sur les liens. Et merci bien de votre patience et mes excuses d'avoir dépassé le temps établi. Merci encore. Merci encore. Une présentation très intéressante. Merci bien, Magali, pour votre présentation. Maintenant, nous devons donner la parole à Massy. Donc, rappelez-vous, si vous avez des questions, vous pouvez entrer celles-ci dans la zone de clavartage. Donc, je vais maintenant vous présenter, j'aborderai une ville côtière. Je vous parlerai maintenant d'une ville côtière où nous avons mené des évaluations de vulnérabilité et nous avons mis en place, élaboré certaines mesures d'adaptation. Donc, le IPCC
reconnaît l'augmentation des changements climatiques et de leur sévérité sur l'échelle mondiale. Donc, certains États pourraient rencontrer des mesures encore, des conséquences encore plus sévères, tout dépendant de leur géolocalité. Donc ici, je vous présente certaines images qui datent de 2015, où nous avons rencontré des températures qui ont dépassé le 32 degrés Celsius, où nous avons rencontré plusieurs inondations. Et en 2020, la pandémie, bien sûr, a touché le monde entier. Donc, on ne voit pas votre présentation. Si vous pouvez tenter de la présenter à nouveau, de la mettre à l'écran. Est-ce que tout le monde est en mesure de voir ma présentation? Oui, super. Donc, comme je poursuis, je souhaite aussi porter votre attention, amener votre attention sur les villes qui sont grandement menacées au niveau des changements climatiques et qui sont aussi menacées par les différentes pandémies. Donc ici, on peut voir plusieurs canaux qui ont été mis en place. Et ici, on peut finalement évaluer le nombre d'inondations et 40% de la ville sont arrangés de façon irrégulière, qui rencontrent plusieurs défis pour fournir des services essentiels. Et chacune de ces zones sont reliées à une certaine organe dirigeante. On doit travailler à améliorer ces, ces les, et d'identifier le processus d'intervention dans ces villes vulnérables. Donc, nous avons cherché à réduire euh, le taux de vulnérabilité au niveau des glissements de terrain, d'inondation, et nous avons ciblé des groupes précis et nous avons regardé l'infrastructure de certaines villes et de la capacité adaptive de celles-ci. Voici quelques variables que nous avons étudiées et mesurées. En premier lieu, nous avons recensé les zones vulnérables aux inondations et ainsi qu'aux vagues de chaleur. Et pour 2019, lors de la pandémie, nous avons ciblé des régions plus vulnérables et nous avons évalué les conditions urbaines en, en tentant de développer des moyens d'évaluation. On a regardé l'accès des gens, l'accès aux différents services sociaux et aux différentes infrastructures. On a tenté de faire une évaluation globale sur les ressources disponibles des gens à l'intérieur de ces zones vulnérables. Et on a regardé aussi les différentes manières d'interagir institutionnellement. Et donc, par après, nous avons quantifié et créé des plans qui ciblent les différentes régions et vulnérables. Nous avons analysé les endroits les plus exposés. Il s'agissait des zones plus près des canaux et les parties plus basses avec un mauvais drainage. Nous avons regardé les effets sur les personnes,
ainsi que sur les propriétés. Évidemment, les jeunes et les familles plus jeunes vivent en périmètre dans les sections indiquées en rouge. Ces groupes ont un mauvais accès aux installations sanitaires, soit des égouts et de l'eau potable, alors que nous avions des personnes âgées qui vivaient plus près du centre. Nous avons pu établir des cartes où il peut y avoir des maladies respiratoires et autres vulnérabilités de santé. Pour la capacité adaptative, nous avons pu recenser les différents quartiers qui n'ont presque aucune capacité, que ce soit des capacités humaines ou des services municipaux qui ne sont pas présents dans ces zones. Nous avons regardé les services de base comme des capacités adaptatives très faibles indiquées en rouge sur la carte. Nous avons analysé les organisations communautaires. Nous avons déterminé s'il y avait la surveillance et la promotion sanitaire. Nous avons constaté qu'il y avait du leadership communautaire, surtout des femmes, et il y avait une stratégie de prévention de catastrophes. Ainsi, nous avons créé une carte où se superposent ces trois éléments. Une carte de vulnérabilité qui nous permet de voir en un survol les endroits les plus vulnérables avec ces trois paramètres. Cette information dynamique nous permet de travailler sur d'autres éléments. Par exemple, lorsque nous avons analysé les données sur la dengue, nous avons réalisé qu'il s'agissait d'un problème concentré dans des milieux urbains, mais ce n'est pas seulement à cause de la réalité locale, mais nous n'avions pas de l'information dans les régions externes car il n'y avait pas d'installation de santé dans ces endroits. Il nous fallait donc de l'information du terrain pour vraiment savoir quelle était la situation auprès des gens. Lorsque nous travaillons sur les vulnérabilités et lorsque nous menons des analyses des facteurs environnementaux, nous avons commencé nos efforts en 2020. Nous avons été touchés par la pandémie. Nous avons trouvé une occasion d'analyser les perceptions des gens. Nous avons analysé quelle était leur connaissance et quelle était la capacité de faire des tests de COVID, d'avoir de l'information sur la nutrition. Nous avons mené une campagne avec des chercheurs et des chercheuses de différentes disciplines, variant de la nutrition à la médecine et la biomédecine. Nous avons constaté qu'il y avait un grand besoin de connaissances et d'informations dans la collectivité. Il fallait faire des prises de sang et ce type de test n'était pas disponible. Nous avions des lacunes importantes dans nos villes. Il s'agissait d'une occasion de renforcer des réseaux nous permettant de pouvoir rejoindre ces populations. Nous avons aussi examiné les possibilités d'avoir un système d'alerte précoce épidémiologique. L'un des obstacles était la technologie. Nous avons présumé que chaque personne avait accès à un téléphone intelligent, mais ce n'était pas nécessairement le cas. Et nous l'avons seulement découvert en menant des analyses sur le terrain. Nous avions aussi la composante touchant les inondations liées à l'adaptation municipale. Nous avions un système de cotes pour analyser les services gouvernementaux, qui est un facteur très important pour l'évaluation municipale. Dans le cas d'urgence et de catastrophe, évidemment, les épidémies et les éclosions ne sont pas nécessairement des choses considérées dans des mesures préventives et des mesures d'intervention. Nous avons aussi constaté
que des problèmes de santé physique et mentale ne sont pas des enjeux analysés avec un point de vue à long terme. Ce sont des problèmes qu'on gère dans la phase aiguë, mais pas à long terme. Pour les maladies chroniques, nous savons qu'il s'agit de patients très importants en cas d'urgence et ils ne sont pas toujours considérés. Nous avons examiné les capacités institutionnelles d'intégrer la santé publique compte tenu de ces différentes menaces, soit des menaces climatiques ou épidémiologiques. Nous avons constaté que l'information est diffusée par seulement quelques intervenants, surtout les intervenants de la santé publique. L'information n'est pas assez échangée, mais il y a certaines initiatives de diffusion, d'autres doivent se fonder sur leurs connaissances préalables. Cependant, il n'y a pas de protocole d'échange d'informations. Il n'y a pas de protocole pour la collaboration interinstitutionnelle, ce qui euh, fait en sorte que l'information n'est pas forcément intégrée ou harmonisée pour tenir compte des jeunes et des personnes âgées. Dans nos villes, il y a insuffisamment de rapports pour la surveillance épidémiologique. Donc, nous ne pouvons pas connaître la situation actuelle avec les maladies qui se propagent. Certains groupes se penchent sur la qualité des données et la confiance nécessaire pour faire des analyses de santé publique en fonction de ces données. Quelques mots au sujet de la capacité adaptative. Il y a l'aspect communautaire. Ici, nous voyons un animateur communautaire. La communauté ne comprend pas clairement son rôle et sa participation dans une intervention ou dans des processus d'adaptation. Même lorsque la collectivité souhaite participer, ils n'ont pas forcément les outils ou l'information. Il faut de l'information pour bien communiquer les risques, car les intervenants de première ligne sont dans la collectivité et ces personnes doivent être informées. Il faut également tenir compte de la vision à long terme lorsqu'il en vient à la planification. Les municipalités sont constituées de différents groupes. Il faut veiller à ce que les objectifs soient bien communiqués entre les groupes. Il faut travailler à partir du savoir local et le leadership de ces groupes communautaires, car ils peuvent présenter des occasions intéressantes pour nos efforts. Nous avons schématisé ces différents éléments en créant le schéma suivant. Nous pouvons les désigner comme système. Nous avons le système urbain au centre. Le système urbain doit fonctionner avec les gouvernements locaux, doit s'occuper de l'urbanisme avec des installations régulières et la prévention de risques. Mais parfois, les systèmes urbains ne vont pas interagir avec le deuxième système, soit le système de connaissances. Ici, nous pourrions citer des universités qui ont créé des modèles multimodaux et des analyses qui reposent sur des contextes particuliers en tenant compte des connaissances locales. Les systèmes de savoir vont déterminer où sont les menaces, quelles sont les sources de pollution, quels sont les problèmes de drainage. Le dernier système dans ce schéma, celui sur lequel nous devons travailler, est un système qui doit fonctionner de façon intégrée quant aux maladies vectorielles sur la santé, la nutrition, les maladies non transmissibles et autres éléments. Ces trois systèmes doivent fonctionner ensemble pour avoir des activités en santé publique axées sur la collectivité. Cependant, nous devons renforcer les capacités pour mener ces analyses.
Il s'agit du parcours vers l'adaptation. En conclusion, afin de pouvoir utiliser l'information pour créer des systèmes plus résilients au climat, il faut intégrer le système sanitaire avec les gouvernements municipaux pour atténuer les risques. Cette coopération et concertation doit avoir lieu, mais cette concertation n'existe pas compte tenu des mandats. Les gouvernements municipaux ont tendance à croire que la santé publique est en dehors de leur mandat, mais ce n'est pas le cas. Il est aussi nécessaire d'avoir de l'information au sujet des vulnérabilités et de pouvoir faire des prévisions. Il faut aussi garder un bon système de surveillance épidémiologique si nous souhaitons avoir un système d'alerte précoce épidémiologique. Le travail entre les municipalités, les ministères de la Santé et les collectivités doit se faire en concertation. Il faut réunir les groupes vulnérables dans les étapes de préparation, car ces groupes vulnérables peuvent communiquer leurs faiblesses, leurs besoins. Il faut une stratégie globale qui inclut tous ces services, ces ministères, ainsi que les collectivités. C'est le parcours à suivre pour l'adaptation. Je vais conclure ici. Nous pouvons maintenant passer aux questions. Merci beaucoup. Merci. Nous avons bon nombre de questions. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions en direct. Je vais commencer avec deux questions pour Karen. Est-ce que l'évaluation de vulnérabilité et d'adaptation doit être établie selon les plans nationaux? Est-ce qu'il doit y avoir un processus qui suit les étapes successives ou est-ce qu'on peut réaliser les étapes dans un autre ordre? Je vais répondre à la deuxième question en premier. Les étapes n'ont pas besoin d'être suivies dans cet ordre, mais il est très important de réaliser la première étape, c'est-à-dire de créer un environnement favorable, établir le contexte et désigner les parties prenantes ainsi que le, le chef de projet pour déterminer quels sont les résultats de santé ciblés ou quelle est la zone ciblée. C'est très important d'établir le contexte, de rassembler le groupe et le responsable qui se chargera de l'évaluation. Cette étape préliminaire est importante. Ensuite, il est possible de choisir si on veut évaluer les vulnérabilités ou si on veut évaluer les capacités. Si vous voulez faire l'étape 3 avant 2, c'est possible. Mais il serait plus logique de suivre les étapes selon l'ordre, car elles se succèdent. Certaines évaluations peuvent se faire simultanément, comme l'évaluation de capacité et de vulnérabilité en même temps. Vous n'avez pas toujours besoin de finir une étape pour entamer la suivante. Nous suggérons de suivre les étapes dans l'ordre, mais chacun de nos documents repose sur des suggestions. Maintenant, pour répondre à la première question, soit de savoir si l'évaluation doit se faire dans un contexte national ou si l'évaluation peut se faire de façon indépendante. Si je saisis bien la question. Non, est-ce que l'évaluation doit se faire selon une politique nationale climatique ou est-ce qu'il peut s'agir d'une évaluation indépendante? L'évaluation n'a pas besoin d'être fondée sur une politique nationale climatique. L'évaluation cherche à recenser les vraies vulnérabilités dans un secteur. Dans ce cas-ci, nous nous penchons sur le secteur de la santé. Les politiques nationales peuvent exister. Il y a des politiques nationales sur le changement climatique. L'information tirée de l'évaluation peut alimenter les documents stratégiques et les politiques, et ainsi de suite.
L'évaluation de vulnérabilité d'adaptation cherche à aller chercher les données probantes afin de passer à l'étape suivante, quand on parle de faire évoluer les mesures sanitaires. Je ne sais pas ce que la personne entend par si une évaluation est sur le plan individuel, mais il faut que tout ça rime. Et lorsqu'il est question de choisir de faire une évaluation et quel sera l'objet de l'évaluation, ce sont des choses à faire au départ. Que ce soit une évaluation d'une installation sanitaire, ça peut se faire, ou est-ce qu'il s'agit d'une évaluation de vulnérabilité d'adaptation d'une collectivité, c'est possible aussi de le faire. Mais pour faire évoluer l'évaluation, il faut voir si on peut arrimer l'évaluation avec une politique nationale. Merci beaucoup, Karine. Magali, à vous maintenant la parole. Je vous vois deux questions pour vous. Quel est le temps? Quel était le temps que vous avez dû prendre pour organiser le comité d'intervention en matière de crise? Et la deuxième question porte ce- sur l'intersectionnalité de la gouvernance et à savoir comment vous êtes en mesure d'intervenir. Oui, c'est une stratégie qui a été mise en place à San Paulo. Nous avons amorcé la stratégie en 2023. Nous avons vraiment, on a été confrontés à des températures élevées records. Donc, en 2025, nous avons mis en place une série de stratégies de défense pour contrer les incendies ainsi que les atteintes à la qualité d'air. Donc, nous avons mis en place un comité d'intervention de crise euh, en partenariat avec le ministère de la Santé. Donc, ce comité a été établi finalement en 2024. Donc, lorsque nous avons été confrontés par des températures très élevées de chaleur, nous mettons en place et nous activons les services de notre centre d'urgence. Donc, lorsqu'il y a une vague de grande chaleur, le comité se rassemble. Cependant, à l'époque, nous n'avons pas précisé les différentes tâches, responsabilités. Donc, pour chaque crise, on modifiait parfois notre approche et les participants, les intervenants, en fait. J'espère que j'ai réussi à répondre à votre question. Nous avons deux questions maintenant aussi. Donc, quel logiciel avez-vous utilisé pour élaborer les cartes que vous avez présentées? Et est-ce qu'on a besoin d'être formé pour bien pouvoir comprendre les plans que vous avez présentés? Donc, je- en Chili, nous confrontons des températures de 32. Je sais que dans votre cas, c'était 34 degrés Celsius. Donc, au niveau de la vulnérabilité opérationnelle, je pense que c'est utile de travailler avec les villes ainsi qu'avec les gouvernements. Les villes doivent vraiment intervenir au niveau urbain, de la planification urbaine des interventions, et elles doivent avoir accès au plan. Donc, nous utilisons euh, des bases de données ouvertes et nous recevons aussi des informations du recensement qui a été mené. On peut télécharger ces ressources. Je pense que chaque pays a un accès à ce type de données pour pouvoir intervenir, pour informer l'intervention à l'intérieur de la ville. Donc, on regarde, on mène des évaluations de vulnérabilité pour vraiment cibler les zones plus vulnérables. Au niveau
des interventions en matière des grandes températures, des températures élevées. Parfois, par exemple, une température de 32 degrés dans une zone particulière pourrait provoquer plus de décès que dans une autre zone. Donc, il faut vraiment se familiariser avec les données particulières d'une région, d'une ville à l'autre. Donc, et il faut regarder aussi, évaluer le taux de comorbidité qui augmente la vulnérabilité à la température, aux grandes crises de vagues de chaleur. Donc, nous travaillons avec 3 régions différentes, donc on établit des paramètres différents pour chaque région et on établit vraiment un seuil. Le seuil d'intervention d'urgence peut varier à travers celle-ci. J'ai une autre question additionnelle pour Karine. Donc, est-ce que les risques sont calculés en utilisant la capacité d'adaptation à l'exposition? Donc, comment approchez-vous l'évaluation du risque? Je ne comprends pas exactement précisément la question que vous me posez. Je pense que ce que l'on cherche à savoir, donc pour identifier un risque en utilisant ce type de calcul présent dans votre évaluation de vulnérabilité, vous utilisez certains types d'indicateurs. Cependant, vous avez présenté les risques qui semblent détachés des éléments indicateurs. Est-ce que vous êtes en mesure d'adresser cette question? Mes excuses, j'ai peut-être de la misère à comprendre la question que vous me posiez. Donc, est-ce qu'on évalue plusieurs types de menaces? Par exemple, une communauté peut être exposée à des risques de chaleur, d'inondation et de glissement de terrain. Ça peut être variable. Donc, si on cherche à s'adresser uniquement au danger des inondations, souvent pour élaborer un bon processus d'intervention, on intervient, on évalue les choses séparément. Donc, on a constaté avec le temps, surtout à travers notre expérience avec la pandémie, on a constaté que les groupes démunis, qui sont plus démunis au niveau socio-économique, sont plus sujets et sont plus vulnérables à plusieurs types de menaces et de violences. Donc, une analyse de vulnérabilité peut donner plusieurs informations, peut nous informer à sujet de plusieurs choses. Une autre question pour Karine. Donc, on cherche à savoir le temps, chaque étape que vous avez présentée, quel est le temps requis pour euh, élaborer celle-ci selon votre expérience? Avez-vous peut-être des exemples que vous puissiez partager avec nous pour qu'on puisse avoir une idée sur le temps nécessaire? Donc, les périodes de temps sont variables. Certaines analyses, tout dépendant de la région, de la grandeur de la région, les différents défis de la région, tout ça peut varier la période. Ça peut varier à une moyenne, je rencontre souvent une moyenne de 3 à 4 mois par étape. Tout ceci dépend aussi des ressources qui sont accessibles à vous. En ce qui concerne l'engagement des différents secteurs d'intervention, donc comme j'ai bien mentionné
antécédemment, nous avons des interventions au niveau national, au niveau plus local. Donc, au niveau des différents ministres, parfois, il y a des interventions et des comités multisectoriels qui abordent et qui confrontent les différents euh, défis et qui mettent en place différents types d'interventions d'urgence. Donc, on réalise que on doit travailler avec les comités existants pour faciliter les interventions et par la suite, on peut travailler sur la sensibilisation de la population. Et une fois que le ministre de la Santé est convaincu des dangers à la santé, ceci pourrait ensuite travailler avec les différentes parties prenantes pour intervenir. Merci bien, Karen. Une dernière question, une question technique pour Magali. Quel est le risque associé au bas niveau d'humidité? Car en général, les températures élevées sont exacerbées par un haut taux d'humidité. Lorsque on- on- il y a peu d'humidité, il y a un plus grand risque d'éclosion de virus ou de communication de virus. Donc, les températures élevées sont liées directement aussi à l'humidité, oui. Donc, dans notre cas, à nous, le risque qui a été mis en place, l'évaluation de risque qui a été mise en place par l'Institut de météorologie, de météo, est liée directement au risque. Donc, il y a de multitudes de dangers qui pourraient être rencontrés avec de hautes températures, des risques de brûlure, de déshydratation. Donc, non seulement on a rencontré ces problèmes non seulement à Sao Paulo, mais à travers le Brésil. Et on a rencontré de nombreux problèmes respiratoires, chose qui est bel et bien représentée dans le tableau que j'ai partagé avec vous. Merci. Merci bien. Donc, nous mettons à votre disposition toutes les présentations et vous pouvez les revoir selon votre gré. Et donc, merci encore à tous les présentatrices. Merci à tous les participants. Et je vous invite de poursuivre avec la 4e séance qui se tiendra mardi prochain où nous aborderons la partie 2 de l'adaptation. Et merci encore. Je vous souhaite une excellente journée.